l'écocide, c'est le combat du XXIe siècle. Le groupe socialiste, en janvier 2020, a déposé une proposition de loi pour la reconnaissance de l'écocide dans notre droit. Malheureusement, la majorité a refusé ce texte. Pour autant, ce n'est pas un combat perdu. C'est un combat qui reste d'actualité. D'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat a placé comme étant une urgence le fait de reconnaître l'écocide dans notre droit. C'est la raison pour laquelle ici, à Blois, on a souhaité y consacrer un atelier avec des ONG, avec différents intervenants qui sont venus dire combien c'était une question essentielle parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'écosystèmes à travers le monde sont atteints, tout simplement parce qu'il n'y a rien de dissuasif, il n'y a rien qui empêche aujourd'hui des trafiquants, certaines entreprises, de porter atteinte aux écosystèmes, trafic d'animaux. On évalue à travers le monde aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliards de dollars ce qu'on appelle la criminalité environnementale, c'est-à-dire le fait tout simplement de porter atteinte à l'environnement, d'avoir du trafic de matière animale, de matière végétale. Donc il faut agir et agir vite. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste continuera à défendre avec force ce combat, qui est encore une fois le combat du XXIe siècle. Voilà, d'abord je vous remercie de votre participation. On a souhaité qu'il puisse se tenir un atelier spécifique sur l'écocide, parce que pour nous c'est une question qui nous semble essentielle. Je me suis proposé d'animer cet atelier puisque j'ai déposé au mois de janvier de cette année une proposition de loi pour faire entrer dans notre droit pénal la reconnaissance du crime d'écocide. Donc ça a été un travail assez fourni, assez intéressant, qui m'a amené à rencontrer nombre d'acteurs qui, pour certains, sont engagés depuis un certain nombre d'années dans ce combat, qui n'est pas un combat seulement d'aujourd'hui. En fait, depuis les années 70, nombre de juristes, de spécialistes, d'hommes et de femmes partout dans le monde militent pour la reconnaissance de ce qu'on appelle le crime d'écocide. Ce qui est un combat loin d'être évident, mais qui prend toute son importance aujourd'hui. D'abord parce que c'est une cause qui rencontre ce que je pourrais appeler une tendance à la judiciarisation de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus une volonté de faire reconnaître comme des biens communs et de faire reconnaître aussi la nature pour lui donner une personnalité juridique. Et donc on voit bien qu'il y a un glissement, en tout cas il y a une volonté très forte de faire aboutir la reconnaissance dans le droit. Alors il y a des dispositions qui relèvent du droit international, et puis il y a bien évidemment la possibilité qu'ont des pays d'inscrire dans leur propre droit la reconnaissance de ce crime d'écocide. C'est le cas dans une dizaine de pays à travers le monde, qui, alors certains assez tôt, certains plus récemment, ont aujourd'hui, ont reconnu dans leur droit pénal la question de l'écocide. La proposition qu'on avait faite en janvier, elle visait non seulement à donner une définition du crime d'écocide, mais aussi de hiérarchiser avec crime d'écocide, délit d'écocide, et puis aussi faire en sorte à ce que tout ce qui pourrait s'apparenter à un manque de précaution ou une sorte de négligence puisse être aussi condamné. Et l'idée qui nous a conduit aussi à déposer ce texte de loi, c'était de faire en sorte qu'on enraye un phénomène qu'on va évoquer dans quelques instants, qui est celui de la criminalité environnementale. La vérité, c'est que depuis plusieurs années maintenant, c'est un phénomène qui s'amplifie, qui représente des milliards de dollars à travers le monde, qui atteint directement nombre d'écosystèmes. Et l'enjeu, en tout cas le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout l'arsenal juridique, l'arsenal de sanctions n'est pas suffisamment dissuasif. Quand certains font un calcul économique, ils se disent finalement qu'il vaut mieux porter atteinte à des écosystèmes, parce que de toute façon, si, excusez-moi l'expression, ils se font prendre, eh bien, la peine ou la sanction est assez faible. On a là des exemples assez nombreux. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui malgré tout dans notre droit, mais c'est surtout en termes de droit civil, des moyens de sanctionner. On se souvient de l'Erika ou d'un certain nombre de catastrophes de cette nature. Simplement, il faut bien considérer que
les peines, en tout cas les sanctions financières, ne sont pas suffisamment dissuasives. Ce sont des sommes dérisoires. Récemment encore, par exemple, quand le groupe Vinci a été pris sur le fait de déverser de l'eau bétonnée dans la Seine, la peine qu'il peut encourir est autour de 375 000 euros, c'est-à-dire c'est vraiment dérisoire par rapport au préjudice de l'écosystème, et notamment sur le fleuve en question. Et des exemples comme ça, on en a, j'ai envie de dire, beaucoup. Et c'est la volonté aussi qu'on a eu du coup, dans ce texte, de faire en sorte de rehausser un peu les sanctions, d'alourdir un peu les sanctions, de faire en sorte que si quelqu'un, une entreprise ou un groupe d'individus se font prendre, j'ai envie de dire en tout cas, sont accusés de négligence ou d'atteinte qu'ils portent à un écosystème, eh bien, ils encourent des peines beaucoup plus lourdes pour que ça soit dissuasif. Ce texte de loi n'a pas reçu un écho favorable à l'Assemblée nationale. Il a été rejeté sur des arguments plutôt fallacieux. C'est pas le moment, c'est pas assez précis, c'est trop flou. On verra ça plutôt au niveau international. Alors que, par ailleurs, la France, lorsqu'elle s'exprime, rappelle régulièrement sa volonté de voir inscrit le crime d'écocide au niveau international. Simplement, il est illusoire d'imaginer que cela se fasse au niveau international si ce n'est pas porté par des pays, dont la France, qui a une voix qui pourrait compter. Et donc, c'est la raison pour laquelle on défend l'idée, déjà, de reconnaître le crime d'écocide dans notre droit, ce qui donnerait la force à la France pour pouvoir plaider cette reconnaissance au niveau international. C'est d'autant plus facile, facile en tout cas, il y a un chemin aujourd'hui qui s'ouvre pour se permettre dans notre droit pénal la reconnaissance du crime d'écocide, qu'il y a eu une évolution notamment au niveau du Conseil constitutionnel qui, depuis la Charte de l'environnement, et notamment du préambule de la Charte de l'environnement, permet de faire en sorte que la protection de l'environnement ait une valeur constitutionnelle. Et d'ailleurs, je le cite parce que ça montre que le droit est aussi indispensable si on veut gagner un certain nombre de combats de protection de l'environnement, de lutte contre le changement climatique. Le 20 janvier de cette année, il y a eu une décision très importante du Conseil constitutionnel suite à une question prioritaire de constitutionnalité. Vous savez qu'il y a une loi qui interdisait de produire en France un certain nombre de produits phytosanitaires, mais la loi, quelque part aussi, interdisait son exportation, enfin en tout cas son exportation des produits. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas non seulement les utiliser ici en France, mais les exporter. Et il y a eu une demande faite au Conseil constitutionnel pour dire mais non, attendez, ce n'est pas possible, autant on peut s'inquiéter de la santé et de l'environnement à l'échelle de son pays, mais ce qui se passe ailleurs, finalement, ça ne devrait pas être de la responsabilité d'un pays. Donc le Conseil constitutionnel a tranché, c'est une première et c'est une évolution, en disant que non, la protection de l'environnement est une valeur constitutionnelle et on doit en effet s'inquiéter de ne pas polluer l'environnement dans sa globalité, donc on doit éviter bien évidemment que par une production en France et une exportation, on en vienne finalement à porter atteinte à des écosystèmes à travers le monde. Donc c'est une évolution importante du Conseil constitutionnel. Voilà, je ne veux pas être plus long, sinon vous dire que c'est un combat qui, même s'il est loin de les gagner, progresse malgré tout, notamment grâce à des ONG, grâce à des juristes, grâce aussi à des philosophes, à des penseurs. Je pense à Bruno Latour, je pourrais aussi citer Descola, Philippe Descola, ou citer encore Valérie Cabanès. Donc il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui sont très forts, qui travaillent avec des associations, dont une des représentantes est parmi nous, c'est Youth for Climate, et puis donc Madame Sureau, et puis Arthur Paré aussi, qui dirige une ONG qui, depuis quelque temps maintenant, s'occupe finalement de cartographier ce qu'on pourrait appeler la criminalité environnementale,
Et grâce à ce travail, qui est un travail essentiel, permet aussi non seulement de décrire, mais de dire que ce phénomène, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et cette réalité, elle est parfois près de chez nous. En tout cas, on a une responsabilité, on peut avoir une responsabilité, puisque avec son ONG, il faut un travail formidable aussi de remonter la chaîne en quelque sorte et de montrer aussi toutes les implications et les imbrications entre différents acteurs, notamment sur le champ économique. Donc c'est un travail qui paraît essentiel. Tout se vaut, on voit bien que si on veut gagner cette bataille auprès de l'opinion ou dans des assemblées ou vis-à-vis de gouvernements, eh bien, il faut bien évidemment avoir des arguments. Et je pense que toutes les initiatives qui sont prises par des ONG ou des associations eh bien, servent cela. Dire aussi qu'on l'a bien vu depuis l'initiative qui est Affaire à tous, on a quand même aujourd'hui beaucoup de citoyens qui sont impliqués et qui savent bien que si on fait agir un gouvernement quel qu'il soit ou un État, eh bien parfois on est obligé d'aller vers les tribunaux. Mais pour que les tribunaux aient des moyens, il faut aussi leur donner, bien évidemment, à travers nos lois, à travers nos règlements, à travers nos textes, eh bien, des arguments de droit qui les servent. Mais je trouve qu'en l'espace malgré tout de 1 ou 2 ans, on voit qu'il y a une accélération aujourd'hui de prise en considération de ces questions, mais bien évidemment, ce n'est pas un combat terminé, loin de là, gagné, loin de là, et donc il faut avoir des forces et des arguments pour pouvoir le mener. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais d'abord peut-être céder la parole à la représentante de l'association Young for Climate, et puis ensuite Arthur Paré, ça vous va, dans l'ordre, et puis ensuite on échangera avec la salle assez librement. Merci. Oui, voilà, le constat, il est simple, il est clair, les scientifiques le disent. C'est vraiment l'enjeu actuel, l'urgence, elle est là, l'urgence climatique, elle est là. Il suffit de voir l'été qu'on a passé, il suffit de voir l'été qu'on a passé l'été dernier. Là, il y a encore la Sibérie qui est en train de fondre. En Californie, ça fait 2 mois qu'il y a des incendies partout. Voilà, il y a une réelle urgence et on sait que ça s'accélère. Les rapports scientifiques sont multipliés, on en voit tout le temps qui sortent et pourtant, nous en tout cas, nous les jeunes, on a la sensation qu'il n'y a pas forcément de réaction et que finalement les grandes entreprises qui polluent énormément et les États qui laissent aussi ces entreprises-là polluer impunément en fait, nous on pense qu'il n'y a pas de réaction parce que justement il n'y a pas forcément de règles. Et à un moment donné, il est temps aussi de prendre ces règles-là. Et donc le crime, la reconnaissance de ce crime, ça devrait déjà être fait en fait. Ça fait très très longtemps qu'on en parle. Et d'ailleurs, il y a dans le code dans le code pénal international, il y est mentionné, mais il est mentionné que dans la partie crime de guerre. Donc en fait, dans cette partie-là, seulement en cas de guerre et seulement dans quelques clauses, on peut reconnaître aussi le crime d'écocide. Mais en fait, c'est tellement strict et tellement encadré que c'est très compliqué en fait de punir vraiment ce crime-là. Il faut qu'on prouve que les dirigeants qui ont commis les crimes aient vraiment voulu les commettre, aient vraiment voulu détruire la biodiversité, vraiment voulu détruire tout un écosystème, et c'est vraiment très compliqué. Et en fait, on a vraiment besoin de réelles mesures concrètes. Donc, reconnaissance du crime d'écocide au même titre que reconnaissance du crime de génocide ou du crime contre l'humanité ou du crime de guerre, et pas embriqué dans un des crimes. C'est vraiment primordial parce qu'en fait, on parle vraiment de la survie de l'humanité. Et voilà, en fait, ça devrait juste être... ça devrait être acquis depuis très longtemps et voilà, là il y a plusieurs propositions de loi qui ont été déposées, ça n'a pas marché. Là il y a la Convention citoyenne pour le climat cette année qui a rendu ses 148 propositions, dont justement la reconnaissance du crime d'écocide qu'il voudrait soumettre au référendum pour que justement le peuple français s'exprime sur est-ce que oui ou non on décide d'inscrire ce crime-là. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être validé par le gouvernement. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, a dit la semaine dernière, je crois, à l'université d'été des écolos, que lui, il était plus favorable à une reconnaissance d'un délit contre l'environnement plutôt que d'un crime.
Et je trouve que c'est très malheureux parce que ça n'a pas du tout la même connotation entre un délit et un crime. Un crime, ça a tout de suite beaucoup plus d'importance et enfin, je le rappelle, c'est vraiment l'urgence. Quand on regarde les chiffres, c'est ahurissant. On est rendu à la 6e extinction de masse. Enfin voilà. Et non, on vient nous parler d'un délit au même titre qu'un vol ou voilà, alors que c'est vraiment pas le cas. Je pense qu'on a vraiment besoin de prendre des mesures à la hauteur de l'urgence. Et donc pour moi, c'est primordial en fait de reconnaître ce crime-là et que les punitions soient aussi à la hauteur des crimes commis. Et aussi pour éviter de refaire les erreurs du passé, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas pu être punies. Donc par exemple, la première fois qu'on a utilisé le terme d'écocide, c'était quand on s'est rendu compte que les Américains, l'armée américaine, avait utilisé l'agent orange contre les populations et contre les terres au Vietnam. Et donc ça, en fait, on s'en est rendu compte après. Donc là, on a mis le mot sur ce que c'était, on a posé le mot écocide, mais en fait, la loi a été, le texte de loi, le mot a été placé après, ce fait qu'on n'a pas pu punir les coupables. Et aujourd'hui, il y a encore des enfants qui naissent de malformations à cause de cet agent orange. Et c'est pareil pour énormément de choses. Je sais plus, il y a par exemple... Enfin ouais, voilà, j'ai pas plus d'exemples là, ils me viennent pas en tête, mais voilà, on a vraiment besoin de se servir de ce qui s'est passé dans le passé et vu qu'on n'a pas pu on n'a pas pu anticiper ce qui se passait dans le passé, maintenant il faudrait que on prenne les mesures pour que justement tout ça ne revienne pas en fait et qu'on avance et qu'on essaye de tendre vers une société plus juste et plus écologique pour survivre. Voilà. Merci. On va peut-être donner la parole à Arthur et puis ensuite on aura un échange entre nous. Arthur, donc nous on va couper notre micro. Voilà. Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Je sais pas. Je ne pas savoir si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, super. Oui, non, c'est sûr que, bon, comme l'a si bien dit Marie, c'est vrai que bon, les engagements du passé, notamment avec la guerre du Vietnam, donc au passage que l'agent orange a été fait par Monsanto, ça c'est extrêmement important à rappeler aussi parce que bon, je pense que déjà à cette époque-là, ils avaient déjà choisi un créneau qui était assez important pour eux, qui était la destruction de vie humaine sur le long terme. Donc je pense que pour juste faire une parenthèse et une parfaite allégorie en fait d'un criminel environnemental, ça serait par exemple voilà, Monsanto ou certains États justement de hauts dignitaires, notamment en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Juste pour replacer, donc nous, par rapport à Youth for Climate, on est vraiment plus sur essayer de comprendre et essayer en fait de comparer comment la criminalité environnementale organisée, transnationale, ce qu'on appelle, donc à travers plusieurs frontières, est comparable en fait à du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, de la contrebande et du trafic d'armes. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de calquer les schémas pour comparer justement et de montrer la gravité et l'ampleur déjà du chiffre d'affaires qui est fait par cette criminalité environnementale, que ce sont généralement en plus les mêmes personnes, qu'on a affaire à de la corruption. Donc je ne sais pas si dans l'Assemblée, j'ai vu qu'il y avait une dame qui s'appelait Sherazade Zaiter, je ne sais pas si... une participante qui s'est enregistrée sur le site. Et en fait, j'ai repris un de ces articles qui justement parlait de la corruption liée au crime environnemental. Je ne sais pas si peut-être elle posera des questions tout à l'heure, mais c'est un parfait exemple en fait qui montre que quand on est sur la pollution, quand on est sur du braconnage, quand on est sur du trafic animalier, quand on est sur de la déforestation à tout va, on est vraiment en fait en train d'alimenter tout ce qui est trafic de drogue, trafic d'êtres humains, parce que généralement c'est la même chose, on a affaire aux mêmes personnes. Et nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est retracer les chaînes de valeur. Pourquoi? Parce que dans les pays où il y a une forte pollution, comme par exemple le trafic de déchets recyclables, où nous, la France, on est très bon là-dedans, où voilà, on va payer des industries pour justement aller faire traiter nos déchets recyclables à l'autre bout du monde. Maintenant, il faut savoir que les 80% des déchets recyclables que exporte la France par des sociétés étrangères qui ne sont pas françaises, il faut savoir que ce sont des réseaux mafieux. Et c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de pays dans l'Asie du Sud-Est, donc le Laos par exemple, qui n'acceptent plus nos déchets. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ça vient de réseaux criminels et mafieux qui font également aussi du trafic d'armes et beaucoup de trafic d'opium. Juste au passage,
le trafic de déchets à l'heure actuelle, c'est presque 400 milliards de chiffre d'affaires. C'est énorme, c'est considérable au niveau international et il faut savoir voilà, que les mafieux, ils y vont à tout va. Donc, ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est que quand on parle de criminalité environnementale, on parle bien évidemment d'une atteinte à l'environnement qui est très grave, mais il faut savoir aussi que derrière, il y a des séquelles au niveau humain. Et c'est pour ça qu'en fait, pour nous, il y a une priorité à la reconnaissance, bien évidemment, du terme écocide. C'est parce que, voilà, tout comme un génocide, tout comme un crime contre l'humanité, en fait, au niveau environnemental, comme ça paraît tellement loin l'environnement, de toute façon, écocide, voilà, c'est entre guillemets, c'est tuer la maison. Ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte parce qu'on a toujours l'impression que c'est loin de chez nous, etc. Alors que non, pas du tout. L'écocide, il arrive, il est chez nous déjà parce qu'en France, on est extrêmement fort là-dedans pour du braconnage. On a aussi des gros problèmes de pollution. Voilà, avec les terres rouges, etc. Enfin, on est extrêmement bon là-dedans. Au niveau européen, je ne parle même pas, avec la déforestation en Ukraine dans le reste des pays de l'Est. On est extrêmement fort aussi avec la surpêche, avec les problèmes justement avec ce qu'on a actuel avec les pêcheries, avec les dauphins, les requins. On a les mêmes problèmes avec le thon rouge. Enfin, je veux dire, en Europe et même en France, on n'est pas exempt on n'est pas parfait. Et donc cette reconnaissance au niveau d'écocide, il faut qu'elle soit mise en place le plus rapidement possible, déjà pour assurer une viabilité pour les générations futures, parce que honnêtement, avec l'essor, nous, quand on va sur le terrain, on voit à quel point en fait il est dur. C'est comme si on avait affaire à de l'esclavage. Quand on voit justement des gens qui sont exploités à braconner, qui sont exploités à couper du bois illégalement, ils ne savent même pas qu'ils coupent du bois de façon illégale, etc., etc. En fait, on a vraiment affaire, quand on parle de criminalité environnementale, c'est pour ça que l'écocide, c'est un niveau au-dessus dans le sens où l'écocide, un pays aura le droit en fait de mener un combat contre une grosse entreprise, contre une multinationale ou contre en fait des réseaux mafieux, parce que là à l'heure actuelle tout ce qu'on a, le seul problème qu'on a, c'est que à chaque fois c'est des entités, des êtres humains, personnes morales ou physiques, qui vont porter plainte, d'accord, contre d'autres personnes, contre voilà, des sociétés généralement, pour atteinte à l'environnement, mais soit que ce soit un environnement privé ou un environnement public, sur lequel il y a eu des pertes économiques et des dommages collatéraux. Donc, par exemple, perte des exploitations agricoles, nuisance olfactive ou nuisance sonore, etc. Et perte d'un habitat. Le problème étant que si on commence à faire en sorte que l'écocide soit reconnu, à partir de là, on donne un réel droit à la nature, déjà. Et en plus de ça, ça nous permet considérablement d'atteindre les réseaux criminels, parce que voilà, entre les personnes qui font le trafic de drogue, c'est un crime en France, c'est un crime en Europe, c'est un crime international. Pourquoi est-ce que ces mêmes personnes qui, au final, et c'est notre travail en fait, on essaie de faire comprendre aux gens et surtout aux États et aux forces de l'ordre que ces criminels qui font le trafic d'armes ou de drogue sont les mêmes qui, au Congo, qui au Brésil, qui en Asie du Sud-Est sont en train d'exploiter illégalement, que ce soit des animaux, des terres, mais il faut le reconnaître aussi, des humains. Et en fait, comme je disais il y a quelques mois dans une interview à la RTS, c'est qu'en fait, on est vraiment en train d'attaquer les mauvaises personnes, pas sur le plan politique, etc., parce que là, je pense que on sait très bien qui fait quoi et qui a besoin d'un, entre guillemets, excusez-moi du terme, d'un bon coup de bâton, mais c'est plus les personnes qui exploitent voilà, des communautés indigènes, des communautés autochtones ou même juste des locaux pour les cueillir illégalement, à les tuer illégalement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réelle nécessité de ressources économiques. Qu'est-ce qui se passe avec le Covid ? Tout le monde dit oui, avec le Covid, c'est bien, ça fait un souffle énorme à la planète. C'est faux. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, déjà à la base, il y avait tous les jours 16 rangers dans des parcs nationaux au niveau international qui sont tués par jour. Là, avec le Covid, c'est 2 fois plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, les riverains, les personnes qui habitent près de parcs nationaux, qui ont besoin de se nourrir de base et qui ne peuvent plus vivre à cause du tourisme, parce que justement, les touristes ne viennent plus pour voir faire des safaris, etc. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retournent vers ce qu'ils ont juste à côté. Donc, c'est gros profit, petit risque. Et en fait, si on va tuer un éléphant, on va aller tuer un gorille, on va aller tuer un rhinocéros. Pourquoi ? Parce que c'est à portée de main et parce que ces personnes-là ont besoin de manger. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces personnes-là, elles sont juste commanditées
par d'autres personnes qui sont beaucoup plus haut placées. Donc là, on a affaire de la corruption. Pourquoi ? Parce que les aides internationales arrivent dans ce genre de pays-là. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a tellement de corruption que les gens qui sont haut placés, qui auraient le pouvoir de changer des choses, ils gardent les sous pour eux. Et c'est pour ça que, in fine, les personnes sur qui d'habitude on tire en disant, ce sont eux les braconniers, oui, mais sauf qu'ils font entre guillemets juste ça pour survivre, parce que la responsabilité va à d'autres qui sont toujours beaucoup plus haut placés. Merci. Juste pour un petit aparté, il se passe quelque chose d'extraordinaire en ce moment, c'est qu'en Argentine, l'État vient de juger en fait son premier cas de criminalité environnementale en fait pour un déversement pétrolier qui a été fait il y a plus de 10 ans et qu'en fait pour eux il était strictement important et urgent d'instaurer en fait une jurisprudence qui datait de plusieurs dizaines d'années pour pouvoir avoir justement, parce qu'en fait régulièrement en Argentine il y a des déversements illégaux de pétrole où seul en fait que c'est tellement des endroits reculés comme en Patagonie où c'est le cas en ce moment que personne n'en parle, mais c'est extrêmement important et c'est quand même très très bien de le savoir. Et après le deuxième pays qui a inscrit dans sa constitution un réel droit à la nature, c'est l'Équateur. Pourquoi ? Grâce justement au patrimoine mondial inscrit à l'UNESCO qui sont les îles Galapagos, et parce qu'il y a tellement en fait de déplacés à l'intérieur du pays. C'est le deuxième pays d'Amérique latine où il y a le plus de déplacés internes avec la Colombie, parce qu'il y a tellement de changements climatiques, tellement de déforestation, tellement justement d'exploitation illégale de pétrole, que les communautés indigènes locales sont obligées de se déplacer constamment. 90% de la population de l'Équateur sont des déplacés internes réguliers. Merci Arthur. Peut-être peux-tu redonner le nom de ton ONG, parce qu'il y a un site aussi, et je le trouve très instructif en tout cas, qui donne un certain nombre de données, d'exemples concrets. Bien sûr. Alors l'ONG s'appelle Géosmine, donc c'est une ONG qui est relativement jeune. Et tout de suite, en fait, on a Attends, je répète pour Géosmine. Oui, Géosmine, c'est Geosmine. Donc en fait, on s'est tout de suite penché sur la cartographie parce qu'on voulait avoir une base de données à travers le temps pour référencer et localiser en fait où sont les atteintes graves commises envers l'environnement. Et donc en fait, ça permet également de comparer et de voir en fait avec justement différentes régions du monde qu'il y a aussi des tensions. Et en comparant par exemple avec des données d'Interpol, parce qu'on travaille régulièrement avec eux, en fait ça permet de voir que ça trace des routes très facilement sur l'exploitation des mines, mais on a aussi l'exploitation de la drogue et on a généralement aussi beaucoup de trafic d'armes ou de contrefaçon. Donc en fait le but étant que cette EcoCrime App, donc c'est le nom, EcoCrime App, est totalement gratuite et elle permet aussi de protéger en fait les militants de l'environnement, parce que il y a plusieurs centaines de militants d'environnement par an qui sont tués et qui sont mis sous silence, notamment dans les pays en voie de développement, et qui ne peuvent pas en fait dénoncer ce qui se passe chez eux, sous risque de représailles. Donc en fait, on a mis en place cette plateforme-là qui est complètement gratuite et qui est sécurisée pour que eux puissent partager de façon avec des vidéos, des photos à l'appui, ce qui se passe concrètement, quoi. Merci Arthur. Je vous propose peut-être qu'on puisse répondre à des questions, et comme ça permettra à Marie et Arthur de prolonger leur propos. Est-ce que vous avez des questions ? Alors on va essayer de tourner l'écran. On joue avec les moyens du bord. Je sais pas Arthur si tu vois, je voulais savoir quels sont les pays qui ont mis en place les législations et comment ça marche en gros. Alors cette question, il y a une dizaine de pays qui ont mis en place cette législation. Des pays, alors on en a cité certains, on a parlé tout à l'heure de l'Équateur, le Vietnam, paradoxalement, la Russie aussi, par exemple. Mais alors attention, je crois qu'il faut bien relativiser ce genre d'aspect. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que on a aussi d'autres évolutions en termes de droit qui amènent, ou amèneront en tout cas, à cette reconnaissance du crime d'écocide. C'est le fait que, et c'est pour ça que j'en faisais référence tout à l'heure dans mon propos,
c'est la notion de donner une personnalité juridique à la nature aussi. C'est-à-dire, par exemple, il y a un État en Inde récemment qui a reconnu la possibilité pour un fleuve d'être défendu. Et tous ces éléments qui avancent en droit aujourd'hui de plus en plus, pour la forêt aussi, c'est-à-dire le fait de pouvoir défendre la forêt. Alors il y a eu des tentatives aussi, Valérie Cabanès l'avait évoqué, où, vous savez, il y a un trafic d'ailerons de requins à travers le monde. Des avocats ont voulu défendre les requins devant un certain nombre de tribunaux. Donc le combat aujourd'hui se situe aussi de ce côté-là, c'est-à-dire la judiciarisation, on va dire, de l'anthropocène, c'est-à-dire le fait de donner au fleuve, à un certain nombre d'éléments de l'écosystème, une capacité à être défendu auprès de tribunaux. Et là, il y a des États, plus que les 10, qui ont déjà reconnu, eux, le crime d'écocide dans leur constitution, ou en tout cas dans leur droit, de pouvoir le faire. Par contre, le combat, et Marie l'indiquait tout à l'heure, il se joue auprès de la Cour pénale internationale, qui est régie, j'ai envie de dire, par une forme de traité. Et il y a déjà eu des tentatives de la part de certains pays pour vouloir modifier ce qui nous était parfaitement décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, le paradoxe en effet, c'est qu'il y a le mot écocide qui figure dans les textes, dans le traité qui régit, j'ai envie de dire, la Cour pénale internationale, mais que dans temps de guerre, en tout cas, comme étant une destruction finalement de guerre, etc. Collatérale de la guerre. Voilà. Et donc il y a eu 2 tentatives récentes de certains pays pour modifier en quelque sorte ce traité, parce qu'il y a une centaine de pays, ou à peu près de mémoire, qui sont signataires de ce traité. Et une des dernières en date, c'était en 96, de mémoire, où un certain nombre de pays se sont opposés à ces modifications, et dont la France, qui à l'époque s'est opposée à ce qu'on puisse changer les traités et donc apporter une correction qui permettrait à la Cour pénale internationale de La Haye de pouvoir se saisir de cas là-dessus. Et récemment, c'était au moment de la COP25, il y a eu une initiative d'un certain nombre d'îles, un regroupement d'îles qui interviennent régulièrement au moment des COP, parce qu'eux, ils sont les plus concernés quasiment, en tout cas dans l'immédiat, par le changement climatique, parce qu'elles risquent d'être submergées. Le Vanuatu, voilà, qui a porté officiellement une demande de changement du traité, mais qui a été balayée d'un revers de la main. C'était en décembre de l'année dernière, au moment de la COP25, qui s'est tenue exceptionnellement à Madrid. Voilà. Donc il y a des initiatives. C'est pour ça que quand la France aujourd'hui, contrairement aux engagements qui ont été pris, non seulement, tout à l'heure ça a été dit aussi, au moment de la Convention citoyenne pour le climat, mais bien avant, la France avait dit oui, on se battra pour qu'au niveau international ça se fasse, sauf qu'à chaque fois qu'il y a des initiatives qui sont prises au niveau international, la France n'est pas au rendez-vous. Et par ailleurs, Arthur vient de le dire, on peut tout à fait, ne serait-ce qu'en qualifiant ce crime et ce délit d'écocide dans notre droit, au nom du principe d'extraterritorialité, eh bien, pouvoir aussi s'attaquer à d'autres atteintes qui sont portées à des écosystèmes. Alors, je crois que ça, c'est quelque chose qui me semble important. Je ne sais pas si Marie voulait compléter. Je crois que c'est bon. Arthur. Non, c'est très complet. C'est sûr que de toute façon, à partir du moment où des pays ouvrent la voie, voilà, c'est déjà ça. Après, ce qu'il faut, c'est que, comme vous l'avez dit, Christophe, c'est que un pays qui se sent concerné par telle entreprise, notamment parce que bon, on sait très bien qu'il y a le droit de vigilance de la part des multinationales qui, au même titre qu'un État, quand elles ont voilà, des affaires à l'international et qu'elles causent des dommages irréversibles envers l'environnement, elles sont passibles de lourdes, on va dire, sanctions. Le problème étant que ce sont des dossiers qui sont extrêmement longs et que la plupart du temps, en fait, des pays, comme ce qui s'est passé dernièrement au Chili, c'est des choses qui prendront énormément de temps et voilà, et des défenseurs de l'environnement ou des avocats qui se sont constitués partie civile pour aider justement les civils sur place, parce que le Chili n'avait pas reconnu ce crime comme étant grave,
Et bah, du coup, voilà, ces avocats-là ont été, par exemple, réduits au silence. Un a été tué et l'autre a été énormément menacé. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait vraiment des pays modernes comme la France, même au même titre que des pays en voie de développement, comme le Brésil, etc., où là, bah, c'est extrêmement compliqué, mais ils ne sont pas du tout concernés. Et il faut absolument avoir oui, cette reconnaissance pour qu'il y ait, au niveau de la CPI, on va dire un cercle vertueux qui soit entamé, on va dire. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? C'est pour montrer Arthur. Oui. Tu disais tout à l'heure que vous avez posé le projet de loi et qu'il n'avait pas reçu un écho favorable des députés. Mais de quel député, c'est-à-dire, est-ce que tous les socialistes ont abandonné dans le sens, et quels sont les partis qui ont rejeté ce projet de loi, première question. Et la deuxième, quand on dépose un projet de loi comme ça, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire agir tous les réseaux au niveau national pour faire pression sur nos députés localement pour qu'ils aillent dans ce sens? Voilà, parce que c'est un projet de loi, honnêtement, moi je l'ai découvert en venant à Blois et en le lisant sur le site qu'on a eu. C'est dommage de ne pas se servir de ces réseaux pour qu'on fasse pression sur nos députés. Il y en a qui savent faire pression sur les journalistes ou sur les avocats, et nous faisons pression sur nos députés. Alors pour répondre à cette question, alors d'abord, en fait, c'était la deuxième initiative prise au Parlement d'une proposition de loi. La première a été faite au Sénat par un sénateur, Jérôme Durain, donc qui a défendu une première proposition. Donc à l'époque, il a essuyé aussi un front d'opposition sur des arguments plutôt de nature juridique, c'est-à-dire sur la précision de la définition qui était apportée, etc. Donc lorsque on a choisi de prendre une autre initiative, on s'est appuyé sur ce travail qui avait déjà été fait. Et surtout, on a cherché à travailler avec des associations et avec des juristes de renom, tant en droit pénal, en droit de l'environnement, mais aussi en droit international. Donc il y a eu un travail avec Marie Calmette, avec Valérie Cabanès, etc. Plusieurs personnes qui ont pu nous apporter un certain nombre d'éléments pour essayer finalement de regarder les arguments qui nous étaient opposés, pour améliorer la définition qu'on apportait, parce que c'est vrai que quand vous faites du droit pénal, il faut vraiment être très très précis, bien évidemment, et on ne touche pas au droit pénal sans que la main tremble. Il faut qu'on soit vraiment dans un travail de juriste, finalement, un travail de législateur, et donc c'est tout ce travail qu'on a pu faire. Et pour l'occasion, moi j'avais sollicité, auditionné des acteurs très différents, des juges en pénalistes, des sociologues. J'ai même reçu des représentants du MEDEF qui étaient opposés au texte, mais en tout cas, on a auditionné plein de personnes pour essayer vraiment d'être dans un vrai travail de fond, un vrai travail précis, rigoureux, pour que le texte qu'on présente soit vraiment assez solide, quelque part, pour qu'on ne puisse pas le balayer d'un revers de la main en disant « écoutez, c'est trop fou, revenez nous voir plus tard ». Et par ailleurs, au lieu d'avoir uniquement une définition du crime d'écocide, on avait choisi finalement d'avoir le crime, le délit, et puis le manquement par négligence ou par manque de précaution, et puis le fait d'alourdir les sanctions financières, bref, de revisiter l'ensemble et de s'appuyer bien évidemment sur ce que nous permet aujourd'hui la Constitution, et notamment la Charte de l'environnement, qui produit des effets petit à petit, et donc tout ça pour essayer d'éviter qu'on nous dise tout ça n'est pas possible. Donc quand j'ai présenté ce texte, par ailleurs, on a été appuyé par un certain nombre d'organisations. Une tribune est sortie dans le journal Libération, signée par des personnalités comme Jean Jouzel, par Philippe Descola, Valérie Cabanès, des associations ici présentes, des parlementaires européens écologistes, socialistes, des parlementaires qu'on avait réussi à accrocher aussi à l'Assemblée, de différents horizons, plutôt
malgré tout de ce côté-là. Et donc en commission et dans l'hémicycle, lorsque j'ai eu à défendre ce texte, on m'a opposé des arguments assez habituels. Alors certains ont dit que ça allait faire peur aux entreprises, c'est-à-dire en gros, si jamais la France reconnaît le crime d'écocide, les entreprises ne viendront pas en France. C'est un argument ridicule, mais qui a déjà été servi, par exemple, lorsque notre collègue Dominique Potier avait fait voter un texte important qui est sur le devoir de vigilance. Vous savez, l'obligation qui est faite des multinationales d'être responsables, en quelque sorte, de la sous-traitance, à savoir que si une entreprise sous-traitante qui travaille pour eux ne respecte pas les droits dans tous les domaines et s'y porte atteinte à l'intégrité de jeunes, etc. etc. Donc, on nous avait servi à l'époque les mêmes arguments, c'est-à-dire si vous faites ça, plus personne ne voudra venir. Bon, tout ça n'est pas vrai de toute façon, et je crois que par ailleurs, on ne peut pas nous dire à la fois nos entreprises sont vertueuses et d'un côté, ne mettez pas ça en place, sinon elles ne viendront jamais. Parce que si elles sont vertueuses, elles n'ont rien à craindre finalement que l'on puisse. Bon, et puis il faut quand même savoir que le crime d'écocide est quand même une atteinte grave à un écosystème. Une atteinte intentionnelle, irréparable, irréversible, d'une portée assez forte, qui même, et c'est une définition qu'on a précisée grâce au travail qui a été fait avec la juriste Valérie Cabanès, qui porte atteinte à ce qu'on appelle les limites, c'est-à-dire, pardon ? Les limites planétaires, exactement. Elle a 9 limites planétaires qui ont été défendues par Valérie Cabanès. Donc, c'est qu'après, il faut définir les limites planétaires et justement, il y a la question de créer une administration ou une organisation qui s'occuperait des limites planétaires. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, elle a sorti un article récemment pour défendre en effet ce principe. Donc, vous voyez, on a les outils juridiques, on a des conceptions, il y a des associations qui sont porteuses. Donc, vous voyez, ce texte de loi, il a été soutenu, en tout cas de l'extérieur de l'hémicycle, par beaucoup de personnes pour essayer de mobiliser. On a essayé aussi par les réseaux sociaux d'alerter un peu, on a essayé de provoquer des articles dans un certain nombre d'organes de presse, mais je dois vous dire que dans l'hémicycle, la ministre de la Justice à l'époque, Madame Belloubet, a rejeté le texte en disant, écoutez, on verra plus tard, parce que vous savez, ça se fera à l'international, et que par ailleurs, on était suffisamment doté en termes d'arsenal juridique pour répondre aux atteintes portées à l'environnement, citant d'ailleurs la reconnaissance du préjudice écologique, 2016, etc., etc. Mais on n'est pas dans le même registre, et en tout cas, le niveau de sanction est sans commune mesure, en tout cas, n'est pas suffisamment dissuasif. Mais quoi qu'il en soit, voilà, tout ça a été balayé, et donc le texte que j'ai présenté n'a reçu les suffrages que des groupes de gauche de l'hémicycle de l'Assemblée, et même des parlementaires, ce qui était un peu décevant, même des parlementaires de la majorité qui, par ailleurs, moi je peux reconnaître leur conviction, défendaient un certain d'entre eux, même du MoDem, qui par exemple était assez sensible aux limites planétaires, était assez sensible aussi à la question des biens communs, à la question aussi de donner une personnalité juridique aux forêts, aux fleuves, etc., nous ont lâchés en cours de route, et le texte n'a pas pu être voté. Mais en tout cas, on a pu amener, c'était aussi un objectif, ce débat à l'Assemblée. Et c'était important qu'on puisse avancer petit à petit. Voilà. Et ce que disait Marie tout à l'heure, c'est vrai que Dupond-Moretti, aux journées ELV récemment, on voit bien quelque part qu'ils sont un peu gênés aux entournures, parce qu'ils voient bien que cette question-là, non seulement elle monte un peu dans l'opinion, parce qu'elle est bien défendue, d'une part, parce que les exemples sont parlants, ce que disait tout à l'heure Arthur Paré est assez éloquent, parce que aussi d'autres pays sont en train d'avancer aussi dans ce domaine-là, et qu'à un moment, et puis surtout, on ne peut pas, enfin c'est quand même impressionnant, la Convention citoyenne pour le climat, elle en a fait une des propositions importantes. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des membres de cette commission, de cette convention, quelques-uns, parce qu'ils voulaient savoir
pourquoi le texte avait échoué. Parce que, comme on leur avait dit qu'il fallait faire en sorte que leur proposition soit non seulement étayée, solide, mais qu'elle puisse avoir une déclinaison, donc ils s'étaient inquiétés de savoir mais pourquoi le Parlement venait juste de rejeter finalement une mesure qui, eux, avait leur faveur. Donc on leur a expliqué un peu comment les choses se sont passées. C'est la raison pour laquelle, dans la définition de la Convention citoyenne pour le climat, il y a en effet la question des limites planétaires, et ils ont été très précis dans la définition. C'est un vrai travail, je trouve un travail vraiment rigoureux, etc. Mais pour autant, tout cela n'a pas été... Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses assez simplement et clairement, il y a une pression terrible du MEDEF ou d'autres, selon l'argument que je vous ai servi tout à l'heure, c'est-à-dire une crainte que quelque part, on envoie un mauvais signal en termes d'attractivité, alors que franchement, il n'y a pas de raison. Mais par ailleurs, il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus graves et que décrivait tout à l'heure Arthur Paré, c'est qu'il y a quand même des trafics. Il y a quand même aussi, je crois qu'il y a, c'est l'ONU, je crois, qui évaluait à plusieurs dizaines de milliards, je ne sais plus si milliards de dollars par an, le coût de la criminalité environnementale. C'est ça. Oui, c'est le troisième trafic le plus fructueux après le trafic d'armes et le trafic de drogue. Voilà. Alors, tout à l'heure on vous a cité, puisque Arthur Paré... Voilà, j'ai lu un de vos articles dernièrement. Cette semaine, un article qui est sorti dans le Monde du droit sur la corruption et la criminalité environnementale. Voilà. Et j'explique, alors je suis aussi membre du CIDCE avec Michel Prieur, je suis partie des juristes. D'accord. Alors j'ai une double formation, je suis juriste d'affaires internationales, je conseille les entrepreneurs et les entreprises à l'étranger pour s'implanter dans les pays émergents. Donc j'ai vécu pas mal d'années à l'étranger et j'ai vu ce que c'était que l'implantation des grands groupes au détriment de l'environnement, et en même temps je fais de la recherche, je suis juriste en droit de l'environnement, je travaille sur les deux. Et j'ai écrit cette semaine un article qui est sorti dans le Monde du droit sur la criminalité environnementale et la corruption, le lien entre la corruption et la criminalité environnementale. On en parle très très peu, mais la criminalité environnementale est le 4e grand crime international après le trafic de drogue, le stupéfiant, après la contrefaçon, le trafic des êtres humains. Vous avez la criminalité environnementale dont on ne parle jamais. C'est différent des atteintes à l'environnement. La criminalité environnementale, c'est le trafic de bois, c'est le trafic de l'eau, c'est la défense des éléphants, les éléphants qu'on tue pour avoir des défenses de l'ivoire. Rhinocéros, à savoir qu'une corne de rhinocéros, ça va rapporter $260 000. Donc, et en fait, on explique que la criminalité environnementale, maintenant vous avez des criminels, grands criminels internationaux, qui sont passés du trafic de drogue à la criminalité environnementale parce que les risques sont très très bas et le profit est très très élevé. On arrive à 93 milliards de dollars par an. Et c'est pas, vous avez Interpol qui travaille dessus depuis une dizaine d'années. Et en fait, le problème c'est que, comme la corruption, il n'y a pas de victime. C'est-à-dire que vous n'avez pas de victime dans la criminalité environnementale, ce n'est pas les animaux, ce n'est pas la forêt, ce n'est pas les bois qui vont se plaindre. Donc, mais vous avez des effets, des impacts. Hein. Donc, et la corruption, c'est pareil. Donc, la corruption qui est la base de tout, parce que sans corruption, vous ne pouvez pas avoir les douaniers qui passent les affaires, vous ne pouvez pas corrompre l'administration pour obtenir la licence. Un exemple, moi j'ai travaillé au Cambodge pendant 4 ans. Donc, le Cambodge, c'est... il y a un gouvernement, même le Premier ministre qui est à la tête du gouvernement depuis une trentaine d'années. Mais vous avez les Chinois qui arrivent et qui détruisent des forêts, qui détruisent tout pour planter des usines, de textile, de tout. Et donc ils corrompent, ils achètent des licences, ils font un trafic qui est énorme, et ça rapporte énormément d'argent à l'administration, aux têtes, de ce que vous voulez. Rien aux gens, aux citoyens, comme dans tous les pays émergents. Ce qui fait que la corruption permet le trafic de criminalité environnementale. Les conséquences, c'est pour les populations, c'est pour les gens, c'est même pour nous. Au niveau de la France, il y a Jean-Christophe Icard qui a écrit un excellent livre, Le courage et la colère sur la corruption en France. À partir du moment où vous n'arrivez pas à éradiquer la criminalité, la corruption, vous ne pouvez pas toucher à la criminalité environnementale. Et le problème de l'écocide, c'est que vous avez tous les instruments juridiques qui existent en France, mais si vous n'avez pas le soutien des entreprises, vous ne pourrez jamais faire passer une loi qui sera en faveur de la protection de l'environnement. Et ça, je l'ai défendu. J'ai même défendu devant le rapporteur des Nations Unies à l'environnement, à la reconnaissance des droits de l'homme à l'environnement, il y a 2 ans de ça,
en expliquant qu'il faut travailler avec des entreprises, c'est-à-dire qu'il faut trouver un intérêt, parce que si vous n'avez pas l'intérêt commun à la fois des citoyens, des entreprises, l'intérêt c'est le profit, malheureusement, mais il n'y a pas que le profit, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriver à trouver au niveau de la loi un intérêt qui serait valable dans tous les sens et qu'on puisse travailler ensemble. Et ça, c'est très difficile juridiquement à traduire et politiquement aussi. Donc, j'explique dans mon article qu'il faut changer la façon de penser, parce que l'écocide, ok, d'accord, c'est très bien, on va protéger la nature, on va en faire il faudrait déjà qu'il y ait une reconnaissance juridique, de personnalité juridique de la nature, ce qui n'existe pas. Au niveau des animaux, c'est arrivé. Justement, on a un gros professeur à Limoges, je suis de Limoges, on reconnaît maintenant la personnalité juridique des animaux. C'est-à-dire qu'ils ont une protection. Il y a même un code du droit des animaux qui est sorti. Donc on peut très bien reconnaître les droits de la nature. Ça, c'est un travail à faire juridiquement. À partir du moment où il y aura une reconnaissance des droits de la nature, on peut mieux les protéger. Arriver au crime. Donc, peut-être aux grands crimes internationaux et aller devant la Cour pénale internationale. Mais là encore, il faut penser aux conséquences. Parce que toutes les atteintes, ça veut dire quoi? Est-ce que dès qu'on enlève une forêt pour faire quelque chose de bien dans l'intérêt général, est-ce que c'est une atteinte à la nature? Est-ce qu'on enlève les gens leur droit de propriété aussi? Donc il y a toutes les conséquences au niveau de l'écocide. Et c'est vrai que Valérie Cabanès est une grande spécialiste de l'international de cette question. Mais il y a aussi d'autres juristes. J'ai discuté avec Michel Prieur, avec Martha qui a écrit un article sur Le Monde dessus, Julien Bétail qui écrit aussi, qui se pose la question est-ce que l'écocide est intéressant juridiquement et peut-être trouver d'autres instruments juridiques. C'est ça la question du droit aussi. C'est la question que je me pose. Donc, quels sont les instruments juridiques à mettre en place? Il faut que la citoyenneté elle soit là aussi. Parce que sans les citoyens, et sans la conscience citoyenne, parce que quand on parle d'atteinte à l'environnement, de protection de l'environnement, quand j'ai écrit cet article, les gens ne se posent pas du tout la question de savoir combien ça rapporte d'argent, le crime environnemental, alors que ça rapporte énormément d'argent. Et si on prend la question sur le profit, ça change tout. Donc c'est une autre façon de voir, après c'est ma façon de voir les choses, parce que depuis des années je travaille avec des entrepreneurs et sur les problèmes environnementaux. Donc je vois les deux questions liées. Et je pense qu'il faudrait aussi travailler sur ça, sur un projet de loi qui reformule autrement, que ça passe finalement. Parfait, merci. Merci beaucoup pour cet éclairage et puis pour les perspectives aussi que vous offrez. Il y a une façon de penser et je pense qu'au niveau des lois, on est, alors en France, mais aussi au niveau international, il y a plus de 300 traités internationaux qui existent. Donc on va dire qu'il y a énormément de traités, je participe à des COP aussi sur ça, mais si on ne trouve pas des instruments juridiques qui prennent vraiment en cause les entreprises. Il y avait John Knox, qui est un ancien rapporteur des Nations Unies aux droits de l'homme, à la reconnaissance du droit de l'homme à l'environnement. Il avait fait un très beau rapport pour reconnaître le droit de l'homme à l'environnement. Parlait jamais des entreprises, jamais du business. Il y a un problème. Si on ne parle pas des entreprises et du business et que du rôle de l'État, on ne peut pas aller plus loin au niveau des protections juridiques. Donc oui, peut-être travailler avec MEDEF, travailler avec les entreprises, travailler avec ceux qui sont les éléments moteurs économiques, donc, et voir comment on peut atteindre des intérêts et la protection de l'environnement. Ouais. Alors, ça ne parle pas à tout le monde de ce côté-là, mais bon. Non, mais il faut faire en sorte que ça puisse parler à tout le monde. Justement, c'est ça la question. Parfait. Oui, je vais poser comme question, qu'est-ce qu'on a comme piste d'instruments juridiques qui pourraient être intéressants pour essayer de concilier un peu les intérêts en même temps des entreprises en même temps ceux de l'environnement qui sont souvent assez opposés finalement. Mais c'est ça à mettre en place. Je pense que c'est mon cas aussi. Il y a pas mal de vides juridiques dans nombreuses questions en droit de l'environnement. Si on peut, par exemple, prendre la question des réfugiés climatiques, il n'y a absolument rien qui les protège. Il y a absolument, d'ailleurs, moi je travaille dessus, sur une convention internationale de la protection des réfugiés climatiques, à savoir que vous avez la convention de Genève qui existe et qui protège les réfugiés politiques. Qui existe depuis 1951. C'est un statut très bien. Donc une définition en cas d'atteinte pour vos idées politiques ou religieuses ou autres, vous êtes protégé. Mais contre les effets des changements climatiques, il n'y a rien du tout. À savoir qu'il y a 3 fois plus de personnes qui se déplacent maintenant pour des conséquences liées au changement climatique que des réfugiés politiques. Et les conséquences de ces déplacements font que ça entraîne des conflits, parce qu'il faut aussi faire le lien entre l'écocide et les conflits.
Donc, entre les atteintes à l'environnement et des conflits, donc des conflits armés, pas juste des conflits. Vous avez par exemple la Syrie, ça a commencé par certains pays, ça commence par des sécheresses. La Syrie, le Soudan, en Afrique, toute la région autour des lacs, autour de. Je ne sais plus exactement où. À partir du moment où vous avez des sécheresses, ou des famines, des animaux ne peuvent plus être nourris, vous avez des mouvements de population. Il y a déjà des tensions qui existent dans certains pays. Ces mouvements de population aggravent la tension. Vous avez un tsunami qui arrive et un déplacement de 1 million de personnes, bien quelque part. Même au Japon, ça arrivait il y a quelques années. Et en France aussi, parce que la côte littorale, alors il est prévu qu'il y aura des déplacements de personnes. Les conséquences économiques sont énormes. Il faut arriver à trouver ça. Et tous les instruments juridiques, ça n'existe pas encore. Il faut les prendre en compte. Ouais. Après, je pense que la question qui a été posée, elle dit une chose qui est intéressante, c'est de se dire en effet, oui, comment concilier le business, en tout cas l'intérêt d'une entreprise, avec notre intérêt à tous, qui est celui de la préservation de la nature, la protection même de l'environnement. Après, en même temps, on voit qu'on peut avancer parfois sur des... si on prend la question du changement climatique, on voit bien que quand on a introduit, par exemple, dans la loi de transition et de transition écologique, transition énergétique et la croissance verte, la question de la responsabilité, en tout cas l'obligation qui est faite à des grandes entreprises de mesurer le risque lié au changement climatique, ça leur fait poser des questions. Par exemple, clairement, une entreprise, quand le changement climatique s'opère, ça peut avoir des conséquences, par exemple, sur le site de production. Imaginez une entreprise qui fabrique un produit à côté de la mer ou d'un fleuve. La montée des eaux peut avoir des conséquences sur ce site, le noyer, etc. Bon. Donc il y a un premier risque physique. Puis il y a un deuxième risque aussi. Si on réussit, pour l'instant c'est encore loin d'être gagné, le fait de donner un prix au carbone, eh bien ça veut dire qu'il y a aussi un risque financier pour ces entreprises, c'est que plus elles conservent des actifs carbone, plus à un moment ou à un autre ça leur coûte très cher ou ça risque de déprécier leur... Donc on voit qu'il y a des outils qui peuvent exister pour leur faire comprendre que ces atteintes qui sont portées à l'environnement finissent de toute façon aussi, sans doute par atteinte. Puis il y a un autre risque, moi, qu'on ne cite pas souvent, c'est aussi le risque réputationnel. C'est là où les citoyens, ils ont un pouvoir impressionnant aujourd'hui. Il y a la capacité, finalement, qu'on a, si on considère qu'une entreprise porte atteinte à l'environnement, de ne plus acheter ces produits, enfin je les exagère comme ça, mais le risque réputationnel a plus de poids aujourd'hui qu'il en avait à une certaine période, parce qu'aujourd'hui ça fait tache d'huile, si vous me permettez l'expression. En tout cas, il y a une capacité de diffusion, et ça, il y a des risques des entreprises qui sont de plus en plus sensibles, malgré tout, à l'atteinte qu'on peut porter à leur image. Pas tous, heureusement, malheureusement, pas toutes, mais en tout cas, il y a quand même quelques entreprises maintenant qui sont en train qui réagissent un peu différemment et qui ont peur de ce risque réputationnel aussi. C'est loin d'être gagné, c'est loin d'être la majorité, d'où l'intérêt d'initiatives comme celle de l'ONG d'Arthur Paré, c'est en même temps de faire attention au greenwashing, de faire attention à ce que on ne nous cache pas des choses, faire attention à ce que des entreprises disent une chose et finalement participent un peu à d'autres. Donc, d'où ce lien qui existe parfois entre trafic de déchets, par exemple, et la criminalité environnementale, parce que quand on dit déchets, il y a quand même des majeures françaises parfois, en tout cas des acteurs français économiques qui peuvent être de la partie. Donc voilà, je ne suis pas naïf, je ne suis pas complètement vraiment, mais je pense malgré tout qu'il faut introduire, votre question est juste, un coin, en tout cas il faut essayer de concilier quand c'est conciliable, l'intérêt économique et la protection de l'environnement, ce qui est loin d'être une gageure. Il faut en fait aussi qu'il y ait des enjeux de transparence et une éthique complète au niveau des atteintes des entreprises sur l'environnement. Et par exemple, il n'y a pas d'index environnemental qui existe actuellement. Donc, vous avez, on ne sait pas exactement quel va être l'impact d'une entreprise au niveau des pays étrangers quand elle s'implante, quelles sont les conséquences sur l'environnement. Et ça, il y a beaucoup d'outils encore à créer au niveau de la protection de l'environnement. C'est un droit qui est quand même assez récent, finalement, par rapport si on compare au droit du commerce ou des affaires ou à d'autres droits.
Donc, et le fait qu'il n'ait jamais été vraiment lié avec l'économie, maintenant il y a l'économie de l'environnement qui existe, mais au niveau des affaires et de l'environnement, on a toujours l'impression que c'est deux choses qui sont antinomiques, alors qu'il faut les mettre ensemble. Et ça, c'est aussi un travail sur les mentalités à faire. Donc, parce qu'on peut très bien être une multinationale, un gros groupe, et prendre en compte l'environnement. Et ça, il faut vraiment travailler ensemble. Moi, après, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que véritablement, déjà les grosses entreprises vont un jour véritablement trouver leur intérêt à court terme dans la protection de l'environnement. Et j'ai l'impression que la plupart du temps, lorsqu'une entreprise se met à faire sur des zones diverses, plus elle est grosse, plus c'est du greenwashing. Et est-ce que réellement, une entreprise qui travaille, qui en tout cas a une activité dans un but d'intérêt entièrement privé, va finalement se mettre à prendre en compte des intérêts communs qui vont, influer sur ces intérêts privés et finalement, en général, si elle respecte vraiment l'environnement, ça va pas forcément pour cette entreprise-là. Et j'ai juste l'impression qu'à un moment, on n'a plus le temps d'attendre que justement les entreprises se rendent compte que oui, peut-être que dans 20 ans, si je construis une usine et que je pollue à fond, j'ai une autre usine qui va se faire engloutir. J'ai l'impression qu'on est juste à un moment où il faut qu'on trouve un moyen de permettre aux intérêts communs de surpasser les intérêts privés. Je crois assez moyennement à la conciliation des deux. Je n'ai pas le mot faux là-dedans. Moi, juste pour rebondir, je trouve que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et justement, la communication, là où il est intéressant, c'est de dire on a fait un stade. Si une atteinte grave, irréversible, irrémédiable à l'environnement, on sanctionne durement les entreprises. Et là, il y a le choix. Si on attend trop, il reste 6 ans déjà, c'est passé déjà un peu trop tard. On ne fait pas maintenant. C'est pareil. C'est pareil dans le monde agricole. Le monde agricole, ça fait 50 ans que leur dit que l'agriculture qui sont en train de détruire la planète. Ils nous répondent tout le temps, il faut qu'on s'adapte, laissez-nous le temps. Chaque année, on revoit encore aujourd'hui, avec le vote qui vient d'être fait, avec le niveau je ne sais même pas le dire, c'est compliqué, c'est chaque fois, ces agriculteurs, ils nous disent, attendez, il faut qu'on s'adapte. Non, il ne faut plus qu'on attende. Il faut leur imposer. Si on ne leur impose pas, et les grands groupes, c'est quoi? C'est du profit à court terme. On n'est pas du tout dans le même temps de réflexion. La terre, il faut la protéger à long terme. Eux, ils sont dans des profits à court terme. On n'est pas dans le même raisonnement. Si on ne leur impose pas, si on veut toujours négocier avec eux, on n'y arrivera jamais. C'est pas question de négocier, de proposer quoi que ce soit, c'est de réfléchir à un intérêt commun, aussi bien pour les entreprises que pour les gens que pour les citoyens. Parce que si vous imposez quelque chose, ce sera soit retoqué au Parlement ou comme ça, ou alors il y aura toujours une façon de contrecarrer la loi. Tant qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose ensemble, rien ne marchera. Le problème, c'est qu'on a plus le temps. Ils auront toujours quelque chose pour... ou alors ils auront un cas dans un pays qui a une législation différente et ce seront les autres qui suivront, ce qui se passera comme ça. Mais si en France on veut avoir vraiment de l'entreprise, et pas seulement en France, il faut que ce soit international de toute façon, il faut travailler sur l'environnement. On n'a plus le temps, ça fait 50 ans que les scientifiques sortent des rapports. On n'a plus le temps en fait pour essayer de négocier. Moi j'ai vu une étude dans 30 ans, les littoraux ils vont commencer, la montée des eaux elle est déjà en train de monter. D'ici 2100 on pourrait, je crois que j'ai regardé, il y a 28 000 milliards de glace qui a fondu depuis 23 ans. C'est l'équivalent de la surface de l'Angleterre et c'est en train d'accélérer. Enfin vraiment c'est l'urgence, on n'a plus le temps en fait de discuter avec les coupables. Est-ce que ça veut dire prendre un an, réfléchir à une loi et d'ici un an se dire on arrive au Parlement, on a une loi qui va s'appliquer, ou alors aller au-delà, aller à l'ONU pour avoir un traité international qui va être appliqué pour tout le monde, parce que si c'est 6 mois, un an, c'est 10, 20, 30 ans, ça je le sais, je suis au courant. Mais il faut réfléchir sur le court terme et sur le long terme. Et avoir des lois qui ne vont pas être retoquées au Parlement ou passer à l'Assemblée nationale, à l'ONU. Parce que pour arriver à l'ONU et avoir un traité international, il faut qu'il y ait un pays derrière qui soit suffisamment fort. La France a
pouvoir d'avoir un traité ou de porter un traité suffisamment fort, mais avant, d'abord, il faut qu'il y ait une loi nationale. Et ça veut dire prendre le temps de travailler dessus. On ne fait pas une loi qui va avoir une portée et des conséquences énormes, parce que sur l'entrepreneuriat, sur l'industrie, sur beaucoup de choses, si on veut qu'elle passe, cette loi, il faut réfléchir à nouveau dessus, sur d'autres moyens, sur d'autres fonctions, et c'est pas prendre 6 mois ou 1 an qui va changer quelque chose au niveau planétaire pour avoir une loi qui soit portée par le parlementaire, par les députés et acceptée finalement. Oui, mais on ne trouvera jamais de solution, on ne trouvera jamais d'intérêt commun. Si, à la limite, les entreprises locales ou les moyennes entreprises, je pense que c'est possible. Mais les grosses entreprises type Amazon, type Monsanto, type Total, on ne trouvera jamais d'accord commun. De toute manière, là, on parle d'entreprises qui, leur but, c'est de croître et d'avoir un meilleur rendement et de faire du profit. Elles seront jamais d'accord avec nous. Enfin, elles ont toujours privilégié le profit au vivant. Je vois pas pourquoi. Là, on arriverait à trouver des accords alors que nous, justement, le but, en fait, c'est de privilégier le vivant au profit. C'est vraiment l'inverse. Et voilà, elle recherche la croissance toujours, et on ne peut pas vivre, on ne peut pas tendre vers une croissance infinie avec des ressources finies. Là, il n'y a quasi plus de ressources. Enfin voilà, en fait, de toute manière, le mode de ces entreprises-là, à terme, il est voué à disparaître. Donc ça ne sert à rien, en fait, d'essayer de changer, d'essayer de négocier avec ces entreprises-là. Il faudrait peut-être, à la limite, réfléchir à comment on peut changer le modèle des entreprises. Pourquoi pas, mais vraiment, mais en tout cas, garder le modèle tel quel des entreprises qui, de toute manière, est un modèle qui n'est pas viable à terme, ça sert à rien, c'est juste de la perte de temps. Autant essayer de sauver les meubles autrement. Oui, la question pour moi, là, elle est carrément une question institutionnelle, à savoir quel est l'équilibre des pouvoirs qu'on a envie d'avoir entre le pouvoir qu'a la société civile, le pouvoir qu'on va accorder à l'intérêt commun et le pouvoir qu'on va accorder aux entreprises. Et le problème, c'est justement ça. C'est qu'aujourd'hui, les parlements qui sont un organe de représentation de la société civile sont extrêmement influencés par des énormes entreprises. Et donc à ce moment-là, c'est une question institutionnelle. Comment on arrive à garantir le fait que le Parlement défende réellement les intérêts communs et non pas à moitié, de temps en temps, les intérêts des entreprises, des intérêts purement économiques. On en revient à la question de la corruption, parce que vous avez des lobbies qui sont très importants. Alors c'est la corruption déguisée, ce que vous voulez, mais tant que vous avez des personnes, des entrepreneurs qui sont sous la main des lobbies, au niveau du Parlement ou autre, ce sera très difficile de faire un truc. Il faut interdire les lobbies dans les parlements. On ne peut pas interdire. Et pourquoi ? Je veux dire, les parlements, c'est la représentation du peuple. C'est pas la représentation des lobbies. Or, tout ce qui sort du Parlement aujourd'hui, c'est parce que les lobbies ont bien voulu les laisser sortir. Mais c'est pareil. C'est pas une corruption pour les choses. Voilà, c'est exactement. Donc il faut interdire les lobbies sur les parlementaires. Donc ça demande de repenser certains financements. Mais oui. Oui. Ouais, moi, je ne crois pas que c'est de la vie de Marie, je ne crois pas que les entreprises ne réagissent comme ça spontanément quand on les convaincra. Les entreprises réagissent à la force. C'est le rapport de force qui les fait changer. J'ai l'exemple des entreprises pétrolières. J'ai travaillé dans ce milieu et je vous rappelle deux événements maritimes, la Moco Cadiz et l'Erika. La Moco Cadiz, c'est un préjudice causé à une côte, à des communes qui se sont groupées, qui ont fait une action juridique extrêmement compliquée. Nos élus ont défilé à New York et à Chicago pour appuyer leur action. Ça a coûté énormément d'argent et ce n'est que comme ça que Amoco a cédé, premièrement, et ce n'est que comme ça que l'État, enfin les États, l'Angleterre et la France, ont mis en place un système de navigation qui contrevient au droit maritime classique, puisqu'il oblige les navires à obéir à un certain nombre d'ordres qui sont venus d'une autorité qualifiée. L'Erika
Total a été pris la main dans le sac, utilisé un avis ancien et de mauvaise qualité. Total s'est battu jusqu'au bout, alors que Total a pignon sur rue en Europe, particulièrement en France, mais malgré ça, alors c'est vrai que le consommateur peut influer sur les enseignes, mais malgré ça, Total s'est défendu jusqu'au bout, a été condamné en première instance, a fait appel contre les décisions, contre les décisions de la Cour. Et donc jusqu'au bout, Total s'est battu pour défendre son IFTEC, c'est-à-dire le IFTEC de ses actionnaires. Donc les entreprises, et les agriculteurs font partie des entreprises, pour moi, les entreprises ne connaissent que la force, enfin principalement la force. Donc on pourra convaincre Danone, par exemple, qui est très présent pour tous nos supermarchés, et qui a une image, une bonne image, on pourra convaincre Danone d'un certain nombre de choses pour protéger l'environnement, peut-être d'être au MEDEF favorable à une loi sur l'écocide, mais la grosse majorité des entreprises ne veut pas changer parce que ça n'est pas son intérêt. Et toutes les questions d'environnement arrivent à ça finalement. Donc, s'il n'y a pas une prise de conscience du peuple, des électeurs, s'il n'y a pas des lobbies, des contre-lobbies, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec toi, c'est interdire les lobbies, alors on interdira la CGT, la CFDT, de faire du lobbying. Non, non, parce qu'il est normal qu'auprès des élus, des organisations s'expriment. Oui, mais moi je suis d'accord. C'est les élus qui doivent faire des réunions dans leur département avec pour faire parler le peuple, pour rencontrer le peuple et faire évoluer les lois. Aujourd'hui, les élus ne manifestent pas sa force, c'est-à-dire que les élus de la majorité LRM actuelle n'ont pas été interpellés, tirés par la manche en disant tu vas voter la loi de Christophe Bouillon. Ils n'ont pas été interpellés. Le peuple n'a pas réagi à ça. Donc tant qu'il n'y a pas cette réaction-là, tant qu'on n'achètera plus de tomates produites comme ci, comme ça, mal produites, il ne se passera rien. Parce que c'est le peuple qui peut faire pression sur les entreprises dans son territoire, dans son Europe, dans sa France. Ouais, si je peux me permettre, je pense qu'il n'y a pas de contradiction dans les différentes interventions. Au contraire, elles convergent tous sur l'idée de créer un rapport de force. Et le rapport de force, il ne se crée pas de façon aussi simple que ça. On a besoin de la société civile, qu'elle soit mobilisée. On a besoin de médias qui dénoncent. On a besoin de juristes qui travaillent ces questions. On a besoin aussi, j'ai envie de dire, d'élus qui se saisissent de questions. On a besoin aussi de créer des rapports de force vis-à-vis des entreprises en utilisant toutes les façons de faire. Il n'y a pas de facilité non plus dans des combats de cette nature. Il y a quelques années de cela, il y a des combats dont on pensait ne jamais pouvoir les gagner parce que c'était compliqué, etc. Et finalement, il y a des choses qui ont pu être gagnées parce que justement, il y a eu des coalitions ou de la coagulation d'un certain nombre de forces qui ont réussi à établir des rapports de force. Vous savez, avant qu'Albert Londres écrive des articles sur le bagne, personne s'était inquiété des conditions dans lesquelles... et il y a plein d'exemples dans notre histoire qui montrent que, il y a sur la question des droits de l'homme, sur la question des droits dans le travail, aujourd'hui, le combat de ce siècle, la cause du siècle, c'est le droit de l'environnement. L'écocide est, à mon sens, un combat du XXIe siècle. Mais pour réussir ce combat, alors c'est vrai que Marie a introduit une dimension qui change radicalement les choses, c'est que le compteur il tourne. C'est une course de vitesse. C'est-à-dire que l'urgence, elle est maintenant. Parce que c'est vrai, et l'interpellation d'une organisation comme celle qui est représentée ici, à côté, ici, c'est de dire, attendez, on n'a pas le temps d'attendre, enfin c'est le propos un peu, c'est de dire, en attendant, c'est pas comme si on pouvait dire, laissez-nous patiemment mettre les briques les unes par-dessus les autres pour construire ce rapport de force. C'est que c'est vrai. C'était il y a 50 ans. Voilà. Non, mais là où ça nous, c'est pas que ça nous échappe, c'est qu'à un moment ou à un autre, le phénomène s'emballe quelque part. Parce que par ailleurs, il faut être d'une grande honnêteté. Les scientifiques eux-mêmes le disent.
il y a des choses qui vont plus vite que leurs Prévu, propres ouais. prévisions aujourd'hui. Ouais, Chaque fois qu'il y a des prévisions, 10 ans après, on se rend compte que c'est c'est encore pire, ouais. Et c'est cette interpellation, mais qui est utile aussi, pour piquer, pour qu'on aille plus loin et pour qu'on aille plus vite. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas tort quand vous décrivez le fonctionnement, j'ai envie de dire, de la fabrication d'une loi, la création du droit, soit par la jurisprudence, soit par etc. Tout ça n'est pas faux, tout ça est juste, légitime. Sauf que on a une course contre la montre, qui est une course contre l'abîme. Et que pour réussir cette course-là, maintenant, un autre, il faut un alignement de planètes. Moi, je dis simplement une chose qui est vraie. On a cru un moment, à partir de l'accord de Paris, que toutes les portes allaient s'ouvrir. Quand on fait le bilan aujourd'hui, là, on est en train de voir que On ne les respecte pas. rien n'est respecté. Oui, mais c'est un exemple. Et c'est pour ça que, pourquoi aujourd'hui des organisations comme celles qui sont représentées à cette table, ou ailleurs, etc., vont maintenant mettre les États devant les juridictions, parce qu'elles se disent, et ça c'est aussi une question même démocratique, normalement en effet, c'est par la démocratie qu'on devrait régler cela. Quand à un moment ou à un autre, il y a une question aussi forte que celle-ci, portée par un certain nombre de citoyens, c'est la démocratie qui devrait régler ça. Mais comme les gens disent, ça ne marche pas, eh bien on essaye une autre voie, qui est une voie juridique, on va devant les tribunaux, on met un État devant un tribunal, etc. etc. Donc, c'est vraiment une conjonction d'enjeux, mais moi j'insiste sur le fait que c'est vrai qu'il y a une course, vraiment une course contre la montre, et que toutes nos explications, je suis le premier à dire, j'ai été parlementaire il y a encore quelques mois, je mesure bien tout ce que vous dites, qui est toujours des injonctions contradictoires aussi, parce que quand vous dites vous devez représenter le peuple, mais si vous êtes dans un territoire, par exemple, avec une empreinte industrielle importante, des milliers de salariés, non mais vous savez, moi je ne suis pas une éponge, hein. Quand vous êtes élu, vous recevez aussi des messages contradictoires. Vous avez à la fois la conscience qui est la vôtre de se dire on ne peut pas laisser faire parce qu'il y a cette urgence climatique qui est vraiment absolue et qui est un impératif au sens vraiment total du terme, quoi. C'est-à-dire on n'a pas le choix, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on ne fait rien sur le changement climatique, je pense qu'on court vers le... Bon. Et en même temps, qu'est-ce que vous dites si vous êtes dans un territoire, vous êtes l'élu d'un territoire industriel? Vous leur dites écoutez, je me moque de ce que vous dites. Non, vous devez essayer de concilier ces différents temps, etc. Une transition juste aussi, Voilà. La justice climatique, elle ne va pas sans la justice sociale, et je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira vraiment. Il faut réussir à concilier, aller très vite, et pourtant à ce que tout le monde se retrouve dans cette transition-là. Vous savez, la question de l'écocide, vous l'avez dit tout à l'heure dans une question, quand elle a été défendue, enfin, ces sujets-là, il y a quelques années de cela, même si c'était une question juridique, quelques organisations, mais c'était pas... Bon, elle commence à gagner du terrain malgré tout. D'abord parce qu'elle est parfois qualifiée, parce qu'il y a des reportages maintenant, parce qu'il y a... etc. Donc, plus on décrypte, plus on la qualifie, etc., plus il faut que ça devienne un sujet grand public. Et ça devient un sujet grand public à partir du moment aussi où il y a des initiatives citoyennes qui commencent à prendre de l'ampleur par rapport à ça. Moi, je suis malgré tout agréablement surpris, le mot écocide, il commence à rentrer. Le fait que la Convention citoyenne, dont je rappelle que c'est quand même un tirage au sort, c'est pas, je veux dire, on n'a pas choisi des citoyens en leur demandant avant, on va vous demander ce que vous pensez avant. De fait, ils sont arrivés à un sujet comme celui-ci parce qu'ils ont ressenti, avec des profils très différents, que c'était une question. Donc ça montre que c'est possible d'en faire une question, j'ai envie de dire, encore plus largement partagée par les citoyens. Mais il faut maintenant aller vite, par contre. Ça ne veut pas dire que, ça y est, on a cliqué, c'est bon, on a presque gagné. Non, ça veut dire qu'il faut sans doute accélérer les choses pour que ça soit une question essentielle. On peut imaginer sur des questions comme ça, puisqu'on touche quelque part à notre droit et même à des valeurs qui sont reconnues aujourd'hui comme étant constitutionnelles, je pense à la protection de l'environnement. On parle beaucoup de référendum ou autre, je pense que c'est des questions qui pourraient être considérées à l'échelon d'un référendum pour un pays comme le nôtre. Ouais, en fait, moi je pense que là où l'intérêt des entreprises doit être retrouvé, parce que je suis d'accord qu'on ne peut pas faire uniquement des choses qui condamnent et qu'il y a aussi un moment où il va falloir trouver un minimum d'un terrain d'entente, pour moi c'est pas dans l'arsenal juridique qu'il va falloir faire des négociations avec les entreprises. Il faut qu'au niveau juridique, sur justement ces questions de limites planétaires, sur le droit pénal qu'on va mettre en place, ce soit complètement impeccable. Par contre, là où il va falloir agir en faveur des entreprises, ça va être vraiment
dans des mesures incitatives, dans des choses qui vont faire que, en effet, ça va devenir avantageux pour l'entreprise d'être plus respectueuse de l'environnement. Après, pour moi, ce n'est pas les entreprises qu'on connaît aujourd'hui qui vont véritablement se transformer. À mon avis, il y aura une espèce, si on veut des entreprises véritablement vertueuses, il va falloir des façons différentes de penser que celles qu'ont les entreprises aujourd'hui. Et donc, il faut qu'il y ait une espèce de renaissance des... Alors moi j'ai un problème avec le mot vertueux parce que personne n'est vertueux, ni l'entreprise ni nous-mêmes. On ne pourra jamais avoir des entreprises vertueuses, on ne pourra jamais avoir des personnes vertueuses. Donc ça c'est pas possible déjà. Donc il faut savoir utiliser les mots. Et c'est pour ça que j'en reviens au fait qu'on doit trouver un accord mutuel. Et je le dis dans mon article, je dis on doit arriver à un lien de complaisance en fait. C'est des accords mutuels de complaisance parce que chacun va lâcher un petit peu de quelque chose. Mais personne n'est vertueux. Vous n'êtes pas vertueux, pas plus que moi. On ne peut pas dire qu'on est vertueux, donc c'est impossible d'attendre d'une entreprise qu'elle soit complètement vertueuse non plus. On doit arriver dans notre société, il faut aussi être réaliste. On peut bien protéger l'environnement à tout prix, mais on ne va pas se passer de notre portable ou d'autres choses. Donc il faut être réaliste sur les intérêts économiques, sociaux, environnementaux. Quand on parle de développement durable, on parle de ces trois piliers. Il y a aussi le culturel, la démocratie. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi au niveau des entreprises et sacrifier des entreprises je ne dis pas sacrifier les entreprises pour l'environnement, mais l'entreprise, il faut quand même oublier qu'elle amène des richesses, que ce soit des agriculteurs, on ne peut pas dire que ce sont des agriculteurs, alors on est nourri par quoi par les agriculteurs et par la terre. L'agriculteur bio, ça nourrit et ça détruit moins. Il y a une autre façon de cultiver. Et puis je ne suis pas d'accord sur le fait que ça va être les entreprises du futur. Non, je connais des entrepreneurs depuis des années qui travaillent en tenant compte de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, et pas en France. Mais c'est pas suffisant. Elles sont forcées. C'est pas suffisant. Non, elles ne sont pas forcées. Certaines ne sont absolument pas forcées. Il y a des entreprises qui ont un RSE qui est vraiment pertinente, qui ont vraiment envie de s'engager là-dedans. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui va justement au le centre de recherche de Grenoble, où ils ont l'accélérateur articule et tout ça. Là, ils ont une vraie politique RSE, ils travaillent là-dessus depuis des années, ils ont un service qui s'occupe que de leur politique RSE. Et oui, il y a des entreprises qui font ça c'est sûr. Mais c'est juste qu'il y en a tellement peu aujourd'hui et que c'est... Enfin, je veux dire, cette entreprise-là, typiquement, c'est une entreprise qui fait de la recherche sur les énergies renouvelables. Donc, c'est pas étonnant que cette entreprise soit sensibilisée à ça. Mais quand on parle des entreprises comme Total et Monsanto, ils n'ont et n'auront jamais intérêt à respecter... Et pourtant, c'est celles qui polluent le plus. Les industries qui polluent le plus n'auront jamais intérêt à changer. Là, tout ce qui est RSE, ça marche très bien pour les petites et moyennes entreprises à l'échelle locale, et tant mieux. Non, c'est ça. À l'échelle locale, vous avez le groupe Accor, qui est un des plus grands groupes hôteliers dans le monde, qui a une politique de RSE qui l'applique mondialement. J'ai été DRH pour Sofitel, donc je sais de quoi je parle. On appliquait, quand on arrive au Cambodge, le programme de développement durable en tenant compte du local, de l'environnement, de l'économie, on travaillait dessus. Donc Accor, c'est quand même pas une petite société de... Oui, non mais d'accord, mais n'empêche que ça, c'est pas suffisant. Et en fait, de toute manière, le développement durable, c'est pas possible. Non, je parle aussi de l'industrie textile, de l'industrie minière, de tout ça. Ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas viable. Et en fait, le développement durable, c'est juste théoriquement pas possible. Une croissance infinie, elle peut pas reposer sur une exploitation de ressources finies. Parce que vous dites que la croissance est une croissance infinie sur un monde fini. Déjà, vous parlez d'une théorie, votre propre théorie. Est-ce qu'on est dans un monde fini? Je ne le pense pas. Vous pensez qu'on est dans un monde fini? Non. Il y aura toujours des richesses, il y aura toujours d'autres matériaux qui vont être trouvés. On parlait de ressources finies. Je parle de ressources finies. Il y aura toujours des ressources qui vont être trouvées. Ben non, le pétrole, il n'y en a plus. Enfin... Mais moi, je parle de la planète. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'intervenir chacun à votre tour, pour qu'on puisse s'écouter, c'est aussi bien. Donc, terminer, puis ensuite, après les autres. Ça serait bien. Mon point de vue, c'est mon point de vue, je ne crois pas à une croissance infinie dans un monde fini. On n'est pas dans un monde fini. Je ne pense pas que la Terre, elle existe depuis suffisamment de milliers d'années ou de milliards d'années, je ne sais pas. Donc, elle continuera à vivre après nous. Et il y aura toujours des richesses, il y aura toujours des choses qui vont être découvertes. C'est même plutôt rassurant. Vous ne serez pas là pour le savoir, moi non plus.
Ouais. Donc, Et peut-être il n'y a plus d'êtres humains et ça voilà, fait on ne des sait images. pas, les êtres humains n'ont pas toujours été sur cette planète, on ne le sait pas. Et au niveau des croissances, une croissance infinie, non, il n'y a pas de croissance infinie des entreprises. Il y a une certaine croissance et c'est comme tout, à un moment ça monte, ça descend et puis ça disparaît. Donc il n'y aura pas de croissance infinie des entreprises non plus. Il faut aussi sortir des schémas de pensée et voir et penser de façon différente. Si on regarde Ensuite, derrière vous, ouais. depuis le début de l'industrialisation, est-ce qu'il y a un seul moment où l'exploitation des ressources, où la quantité de produits créés a baissé? Il y a des entreprises, en effet, le schéma typique d'une entreprise, il y a une phase de croissance, une phase d'apogée, une phase de décroissance, mais si on regarde dans la globalité, l'utilisation des ressources ne cesse d'augmenter. Et je suis désolé, mais il suffit de voir le rapport du GIEC pour comprendre que là, on arrive à un moment où, en tout cas, les ressources sur lesquelles on se repose aujourd'hui, qui sont la base de notre société industrialisée, et c'est la force, ces ressources-là. Oui, c'est pour la ressource connue. Oui, mais ça veut dire qu'on fait quoi? On parie que dans 10 ans, on aura trouvé une énergie magique. On ne sait pas. Je ne suis pas pas scientifique, moi je suis juste juriste. Mais on parle des ressources connues. On ne parle pas des ressources inconnues, pas encore trouvées, ou qui vont être créées. Par contre, si vous me permettez, il y a, et je crois qu'Arthur Paré tout à l'heure l'a dit dans son propos, ce qui disparaît aujourd'hui concrètement, ce sont des écosystèmes. Oui. Ce sont des espèces végétales et animales. Donc, à un moment ou à un autre, ça c'est une réalité objective. Et donc, et c'est une conséquence d'une cause qui est justement les atteintes qu'on porte à l'écosystème. Donc, en plus de votre débat, Montigny, ça c'est une réalité objective. Ça, j'en suis consciente. Et c'est une accélération de la façon dont on tire les ressources aujourd'hui qui amène des conséquences qui sont irréversibles. Et ce que dit notamment les derniers rapports du GIEC, c'est qu'à un moment ou à un autre, le vrai problème, c'est que tout ça va devenir irréversible, c'est-à-dire qu'une forme d'emballement. On ne pourra plus. Bon. Et aussi la question de l'anthropocène, enfin, je veux dire, on est dans quelque chose qui ne nous est jamais arrivé par ailleurs. Donc, c'est pas parce qu'on a pu avoir des croissances, c'est pas parce qu'il y a des ressources parfois qui sont renouvelables, mais quand on voit le temps de renouvellement de certaines ressources, on est dans des... Bon, mais là, il se passe une forme d'emballement. C'est pour ça que je me glisse un peu dans ce débat en disant que je pense qu'il faut pas se payer de mots, bien évidemment, mais je crois qu'au-delà de la vraie question qui me semble intéressante, c'est la question du vivant, finalement. C'est quoi le but du jeu d'une société, quoi? Qu'est-ce qu'on veut, finalement? Ce qu'on veut, c'est de pouvoir continuer à vivre, et le mot a toute son importance. Et même, on aurait pu l'évoquer, quand certains scientifiques n'hésitent pas à dire, il faut les écouter aussi, qui dit parfois perte de biodiversité, voire d'habitat pour certains animaux, les rapproche des humains. On peut avoir aussi du coup des transmissions de virus, etc., etc. Donc c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même qu'on commence à se poser des questions de façon un peu plus pertinente que de dire mais vous savez, c'est pas grave, on peut toujours attendre, on verra, on a déjà connu ça, etc. Il se passe quand même un certain nombre de phénomènes qui sont en corrélation les uns par rapport aux autres, etc. Et sur les scientifiques, je ne suis pas scientifique non plus. Par contre, c'est vrai que quand vous avez, et c'est la particularité du GIEC, 20 000 scientifiques du monde entier, avec des disciplines différentes, qui convergent dans des rapports de qualité dont c'est difficile de les contester, ou quand il y a des contestations, très vite on arrive à savoir qui il y a derrière, je pense qu'on peut quand même... Voilà, moi je me dis à un moment ou à un autre, il peut y avoir des débats politiques, il peut y avoir des débats politiques de conception. Certains peuvent concevoir en effet que non, l'ordre des choses c'est plutôt de continuer à extraire sans se poser de questions, etc. Mais par contre les scientifiques, eux, j'ai envie de dire, ils mesurent ces évolutions, ils mesurent cet emballement, et ça devrait quand même nous inciter à réagir beaucoup plus rapidement. On aura toujours des minéraux, c'est pas ça. C'est que j'entends toujours, on a une croissance finie, on a des ressources finies. Non, ils ont raison, la question c'est de se poser sur les conséquences. Moi je vois les conséquences sur les hommes, parce qu'on notamment les réfugiés climatiques, sur la biodiversité. Mais si vous prenez le problème en disant on a des ressources finies,
vous aurez toujours des gens comme moi qui diront mais non, il faudra toujours d'autres ressources. Et là, vous n'arriverez à rien. Enfin, il faut voir des conséquences sur les humains, sur les êtres vivants, mais sur les ressources, on ne sait pas encore. Parce que là, et je suis d'accord. Je cherche juste pas à faire la sensibilisation sur la question climatique. Je parle de manière. Tout à fait. Arrivé ici, monsieur Yvon. Yvon, pardon. Oui, tu as parlé du GIEC. Le GIEC, moi j'y crois, enfin, je suis sûr que tout le monde ici y croit. Trump n'y croit pas. Et Trump, c'est le président des entreprises américaines. Avant d'être le président des Blancs, de la Rust Belt et tout ça, c'est le président des entreprises américaines qui n'y croient pas et qui croient, ça n'a aucune espèce d'importance de ce que croient les cadres dirigeants de ces entreprises, c'est-à-dire le pétrole, le charbon, la production d'énergie en général, la banque, bien entendu. Et ces gens-là n'y croient pas parce que ce n'est pas l'intérêt de l'entreprise. Et l'entreprise, elle ne raisonne pas la planète, elle ne raisonne pas le long terme, c'est pas vrai. L'entreprise raisonne d'abord et avant tout au trimestre. Les résultats trimestriels d'Occidental, des frères Koch, qui ont été les grands soutiens de Trump et qui détiennent un empire dans le pétrole et la chimie, etc. Ces gens-là raisonnent au trimestre et ils sont capables de produire des brochures en papier glacé ou des sites internet magnifiques qui vont vous parler des fleurs, des petits oiseaux et des choses comme ça, mais ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas dans l'exercice de leur métier. Donc le seul moyen de les faire plier, c'est le rapport de force. Oui, mais le rapport de force, à un moment, il craque. Et là, il craquera. On ne craque pas de notre côté. Vous avez Trump, ça va être difficile. Ouais, je voudrais, parce qu'on va cheminer vers la fin de notre télé, redonner la parole une fois à Marie et Arthur. Simplement dire, et c'est intéressant notre débat, parce que je pense qu'on voit bien d'ailleurs que c'est comme une pelote de laine, toutes ces questions sont liées entre elles, et on peut, bon. Simplement, il faut quand même gagner des combats intermédiaires pour gagner ce grand combat. Et objectivement, malgré tout ce qu'on a dit, il n'y a rien qui empêchait le Parlement de voter la reconnaissance de l'écocide. Objectivement, Trump n'a rien à voir dans cette histoire, mais par contre, ce que tu as dit, Yvon, est juste, est vrai, c'est-à-dire ce poids. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, les habitants de la Californie qui vivent des incendies comme jamais et qui augmentent tous les ans d'une intensité, etc., doivent se dire comment ça, le changement climatique. Mais tu as raison, en tout cas là-bas, on a raison sur l'immobilier, on a raison sur la lenteur parfois pour faire évoluer le droit, etc. Mais quoi qu'il en soit, je pense que rien, fondamentalement, empêchait un Parlement, surtout quand il y a eu des déclarations favorables, quand on se retrouve sur les médias. Je rappelle simplement, pour mémoire, que quand il y a eu l'année dernière, en 2019, juillet 2019, les incendies en Amazonie, le président de la République française s'est ému et a dit « il faut la reconnaissance de l'écocide ». Résultat, l'Amazonie brûle toujours cet été. Voilà. De plus en plus, dans des proportions, le nombre de déclarations de feu, on est passé de 1000 et quelques à 2300 et quelques là, cette année. C'est ça la réalité. Donc à un moment ou à un autre, je pense que ce dont il faut faire attention, et notre discussion passionnante le montre, c'est par contre d'éviter de trop tirer la pelote, parce qu'on finit par dire on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas. Et à un moment ou à un autre, il y a des choses qu'on peut faire maintenant. Et on a intérêt à les faire, sinon on n'y arrivera jamais, parce qu'on se dira oui, on ne peut pas, parce qu'en fait, il y a... Non. Là, concrètement, je pense aujourd'hui, un pays comme la France, il n'y a rien qui devrait l'empêcher de reconnaître l'écocide dans son droit. C'est à mon sens, un combat qui me semble important. Donc, Marie et Arthur, pour un mot de conclusion. Ou Arthur-Marie, c'est oui, comme... Ça va être bon, Arthur-Marie, alors, dans ce cas. Non, c'est sûr que c'est, comme vous dites, Christophe, c'est une pelote de laine qui est sans cesse en train de... Puis bon, je pense en plus qu'au cours du débat, si je peux me permettre, il y a eu un petit peu de tout entre criminalité environnementale plus vraiment la partie écologie. Parce que bon, concrètement, sur la criminalité environnementale, on parle bien évidemment des entreprises sur la déforestation et la pollution surtout en général. Mais après, il y a
tout ce qui est de l'ordre du braconnage et des atteintes beaucoup plus graves, on va dire, envers l'humain, ce ne sont pas des entreprises. Ce sont des humains qui sont derrière d'autres humains, qui sont derrière d'autres humains. Donc en fait, les entreprises n'ont strictement rien à voir dans, on va dire, un tiers des cas de légal et criminalité environnementale, pour être allé maintes fois sur le terrain et pour avoir parlé maintes fois avec des victimes et en même temps avec des trafiquants ou avec des intermédiaires. Je peux vous dire que c'est bien des hommes et des êtres humains qui sont derrière et pas forcément des entreprises qui ont ni cahier RSE, ni juriste derrière eux pour savoir s'ils respectent bien le code de l'environnement de tel ou tel pays. Donc après, c'est sûr, sur la partie environnementale au niveau droit français, c'est sûr qu'en France, on a eu, voilà, avec la loi Pacte, une nouvelle instauration avec les RSE, de nouvelles prises en charge, etc. C'est sûr, c'est indéniable, mais après, comme dit Christophe et Marie, je pense qu'il est fondamental de faire quelque chose à hauteur du problème, qui enveloppe, on va dire, le plus possible justement ces problématiques-là. Et la seule solution qu'il peut y avoir, en fait, c'est qu'un État en fait, mette un point de force sur la table pour faire un effet de contre-levier face justement à ce qu'on peut appeler tout comme on veut, enfin l'environnement, la criminalité environnementale, l'écologie, la conservation, la préservation d'un habitat. Ce qu'il faut, c'est juste se dire que l'écocide, il est à la fois fait pour préserver l'environnement, c'est sûr, mais il est aussi fait pour préserver l'être humain. Et juste pour un mot de la fin, il ne faut pas oublier que derrière des entreprises, c'est quand même des êtres humains qui, on est d'accord, il y a des grands patrons et machins, mais il y a aussi des petits salariés qui veulent qu'à la fin du mois avoir leur salaire. Et ce qu'il y a, c'est que si le salaire ne suit pas parce qu'il y a trop justement de limitations vis-à-vis des entreprises, et du coup, on ira ailleurs. Donc on revient exactement à ce que disait Christophe sur justement les, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais des tacles qu'il y a eu à l'encontre justement de ce projet de loi. C'est qu'il faut absolument que ça soit d'une importance capitale pour qu'en fait il n'y ait plus aucune dérogation et qu'en fait voilà, un État puisse se constituer, peut-être que ce que je veux dire ça n'a rien de juridique, mais se constituer, on va dire, partie civile pour défendre justement le bien de l'environnement et des populations qui sont directement impactées. Parce que oui, moi en tout cas c'est mon ressenti, je pense qu'on est dans une idée de développement infini avec des produits finis. Pour donner juste un dernier exemple, avec ce qui se passe avec le Covid, d'accord, on essaye de trouver des vaccins, etc. Ça prouve bien qu'on est bien évidemment dans une logique où on va essayer de sauver les meubles. Il faut savoir que le vaccin, c'est des millions d'animaux qui sont tués et en essais cliniques, etc. Et il faut savoir aussi que dans la plupart des vaccins, notamment aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, c'est une espèce rare d'animaux qui est utilisée justement pour faire des essais, pour savoir si le vaccin est dangereux pour l'être humain, avant que ça soit administré à un être humain, ce qu'on appelle le limulus. Et ce qui se passe, c'est que le limulus, il en reste plus que 200 000 sur Terre, enfin dans les océans. Et on est bien dans une logique où l'être humain a causé un dégât, indirectement, mais c'est ça. On essaye de réparer en s'appropriant à nouveau la nature pour une ressource qui est malgré tout finie. Et donc je pense qu'on est bien dans une logique où voilà, il faut avoir quelque chose de puissant, tel que l'écocide, qui vienne en fait mettre un point final à cette débâcle, on va dire. Merci Arthur. Marie, pour ton mot de conclusion. Oui, voilà, moi je vais le répéter, c'est l'urgence, voilà. Moi j'ai 18 ans et ça m'habite tous les jours je regarde les infos, tous les jours je me dis que je vais vivre avec ça en fait toute ma vie. Et voilà, je pense que là, à l'heure actuelle, il faut essayer faut activer tous les leviers possibles en fait pour essayer de réduire les effets de cette crise. Et l'écocide, légaliser, reconnaître en tout cas ce crime, c'est un des leviers. Et je pense qu'il est primordial, il est assez simple à obtenir. Et je pense qu'il peut être à la hauteur des enjeux. Et donc ouais, ce serait bien que ça change, peut-être qu'il y aura peut-être un référendum là-dessus suite aux propositions de la Convention citoyenne à voir. Ce serait intéressant et puis faut pas se focaliser que là-dessus non plus. Je pense que on a tous à agir et puis il y a d'autres leviers aussi, mais voilà, et je pense qu'il faut vraiment œuvrer pour une transition juste pour tous et tous.
on n'oublie personne dans cette transition et que justement, en fait, toutes ces personnes, tous ces ouvriers, toutes ces personnes qui sont dans les entreprises, il faut aussi chercher à voir comment on peut justement les accompagner pour, vers une transition qui soit beaucoup plus écologique, mais sans oublier justement ces personnes-là. Et voilà, donc en tout cas, privilégier le vivant et justement essayer de sauver les meubles. Et vu que là, il y a plein de choses qui sont irréparables, il y a la calotte glaciaire qui a commencé à fondre et c'est de manière irréversible de toute manière, même si on arrête tous les effets du changement climatique. Là maintenant, la calotte glaciaire va continuer de fondre. Donc voilà, on les voit les effets et donc là, il faut vraiment agir. Et je pense que l'écocide, ça peut être une manière, reconnaître l'écocide, ça peut être une manière justement de se rendre compte des effets irréversibles des choses et de s'arrêter à temps. Voilà, il y a encore temps d'agir et on espère que ça paiera. Voilà. Merci, merci à Arthur, merci à Marie, puis merci à vous pour vos questions et ça va peut-être des prolongements. Merci. Voilà, merci. Merci Arthur, à bientôt. Merci. Merci, à bientôt.